Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Je suis nul en histoire mais je me soigne. Aujourd'hui j'ai décidé de combler mes lacunes en histoire, en particulier sur la Révolution française, parce que je suis une quiche, je ne connais rien à la Révolution française. J'ai eu des cours d'histoire comme tout le monde au collège, au lycée, voilà, je me souviens de quelques petits trucs. Il paraît que la fête nationale célèbre la prise de la Bastille, il paraît que la Constitution date de cette époque-là. Voilà, la mort du roi, tout ça, la monarchie. On va voir tout ça. Je suis avec Frédéric. Frédéric, bonjour. Bonjour. Frédéric, tu vas m'aider à me soigner, à soigner mes lacunes en histoire aujourd'hui, Ouais. parce que tu es un Alors, je ne suis autodidacte. pas conventionné et j'ai des dépassements d'honoraires. Très bien, bah, écoute, tu m'enverras la facture à la fin. Heureusement, nos auditeurs ne sont pas facturés et vous pouvez bénéficier de cette thérapie gratuitement. Frédéric, j'ai besoin de toi. Parce Oui. que la Révolution française, il paraît que c'est quelque chose qui a durablement influencé la société française et pas que. Oh, oh oui. Tout à fait. Parce qu'encore aujourd'hui, on voit dans l'actualité, il y a des relents de révolution quand on n'est pas content contre Macron, les Gilets jaunes, Nuit debout, la réforme des retraites. Tout ça, les gens ont cette espèce de réflexe de dire, voilà, on va se révolter, on va bouger les choses. Voilà. Alors, ça n'a pas la même ampleur, bien évidemment, mais j'ai l'impression que ça guide beaucoup les tendances actuelles. Oui, tout à fait d'accord, hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le succès que peuvent avoir des films ou des ouvrages sur la Révolution française. On sent bien que ça fait partie de notre socle commun de connaissances, de croyances, etc. Et puis, on en garde quand même des traces très visibles. La devise sur le fronton des mairies, hein, liberté, égalité, fraternité. La division du territoire en départements, le fait que nous soyons une république, il ne faut pas oublier qu'en Europe, il y a encore beaucoup de monarchies. Tout ça, ce sont quand même des héritages, et ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, de la Révolution française. D'accord. Ah bah, on va voir tout ça. On va essayer de comprendre comment c'est arrivé. Et on va commencer peut-être par le contexte de l'époque. Voilà, on est en 1789 ou peut-être un petit peu avant. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont pas contents à l'époque, ils sont pas ravis de leur quotidien. Non, ils ne sont pas contents. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. En général, devant ce genre d'événement, il n'y a pas qu'une seule cause. Et puis, souvent, on polémique pendant des temps immémoriaux pour dire quelle est la cause principale. Donc, moi, j'aurais pas tendance à dire c'est telle cause. C'est tout un ensemble, c'est une sorte de précipité de causes qui interagissent entre elles et qui provoquent un séisme à un moment ou à un donné. C'est comme dans les catastrophes. Quand on analyse une catastrophe, on s'aperçoit qu'il y a une succession d'événements qui n'auraient jamais dû être concomitants, mais qui ont fait qu'on est arrivé au résultat. Et ça, c'est un peu ça. Alors, la première chose qu'on pourrait évoquer, c'est déjà l'état des finances de la France. Les rois de France avaient vécu sur un large pied. Il n'y a qu'à voir ce que Louis XIV avait fait à Versailles, hein. Ensuite, on a mené un certain nombre de guerres, et la plus récente par rapport à 1789, c'est d'avoir aidé les insurgés en Amérique à se révolter contre les Anglais. Ça nous a pompé quand même pas mal de finances. Et le roi n'arrivait plus à faire rentrer de l'argent et il lui fallait de nouveaux impôts. Et il y avait une tradition qui remontait au Moyen-Âge, c'est que quand on avait besoin de nouveaux impôts, il fallait quand même, pour éviter des révoltes, demander un semblant de consentement aux, aux contribuables. On a décidé de réunir les États généraux. C'est paradoxal parce que c'est un petit peu ça qui a déclenché. Voilà. Euh, voilà, on voulait le consentement, puis finalement, on l'a pas eu le consentement. Alors, c'est pas ça, c'est que à l'occasion des États généraux, on a accepté que les gens rédigent des cahiers de doléances. Et dans ces cahiers de doléances, il n'y avait pas seulement que l'aspect fiscal, les gens ont dit tout ce qu'ils avaient sur le cœur, et notamment sur la profonde inégalité qui régnait en France, avec une aristocratie qui était complètement exempte d'impôts et qui avait énormément de privilèges, un clergé qui était omniprésent dans la société,
même si sociologiquement il y avait de riches prélats et de pauvres curés de campagne, et puis un tiers-état, hein, puisque c'est le terme qui a été employé, de gens qui n'avaient pas voix au chapitre, qui n'avaient même pas droit aux emplois publics. Il faut bien voir qu'à l'époque, la méritocratie n'existait pas, et pour accéder aux emplois publics, il fallait être noble. C'est incroyable ça. Ou anobli. Donc, il y a tout un ensemble de choses. En plus, c'est surajouté le fait qu'il y a eu un ensemble de mauvaises récoltes. La France, à l'époque, était un pays essentiellement agricole et les denrées avaient quand même quelques mal à circuler d'une province à l'autre parce que les transports n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant. Il y avait des douanes intérieures, il ne faut pas l'oublier, hein, il y avait des octrois. Et il y a eu un ensemble de mauvaises récoltes. Et ces mauvaises récoltes, on dit que ça serait la conséquence d'un volcan. C'est vrai, j'avais entendu cette histoire. Exactement. Il y a eu un volcan qui a eu une éruption en Islande et les éruptions provoquent d'énormes nuages de fumée, de scories, etc., qui font que la Terre, pendant un certain temps, voit son rayonnement solaire diminuer. Il y a une sorte d'écran entre la Terre et le Soleil. Et cet écran, avec les courants atmosphériques, il se répand sur l'ensemble de la Terre. Donc, il y a eu des hivers très rigoureux, des printemps qui n'étaient pas très favorables à la culture, et donc des disettes. Il y a eu des disettes, d'ailleurs, qui ont continué au cours de la Révolution. Bon, à l'époque, l'alimentation, ça tournait essentiellement autour du pain. C'est pour ça que souvent on entend parler de pain, hein, le peuple qui veut du pain, parce que on mangeait pas de la viande, hein, on mangeait pas du steak tous les jours, hein, c'est loin de là. Donc il y a eu ce facteur-là, la disette. Il y a eu, par voie de conséquence, ce qu'on appellerait maintenant des infox. C'est-à-dire que ces crises de l'alimentation, on a dit, ouais, c'est des accapareurs, c'est les riches négociants, c'est les aristocrates qui, pour garder leur pouvoir sur le peuple, nous affament, font des stocks de grains, etc. C'était pas forcément vrai, c'était pas non plus forcément complètement faux, mais c'est pas prouvé quand même sur une grande échelle. Donc, il y avait une sorte de grogne en disant il y a des accapareurs qui profitent de cette situation. D'accord. En plus, il y avait un contexte intellectuel très, très particulier. C'est depuis plusieurs décennies, il y avait l'influence des Lumières. Hein, les fameux philosophes des Lumières, Rousseau, Voltaire et bien d'autres, Beaumarchais avec ses pièces. Alors, l'influence des Lumières, il ne faut peut-être pas en exagérer l'influence sur le peuple. Il faut bien voir qu'à l'époque, le gros du peuple ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Hein. Mais sur les élites, et même sur l'aristocratie, paradoxalement, ce courant des Lumières qui critiquait l'absolutisme, cette forme de la féodalité, eh bien, a été relayé par ces élites, souvent bourgeoises, commerçants, artisans, etc., et même aristocrates éclairés. Hein, qui critiquait le système dans lequel il vivait. C'est un peu paradoxal. Ouais. Ah. Okay. Il y avait aussi, à cette époque-là, le début d'une presse. Hein, la presse commençait à se développer. Alors certes, beaucoup de gens ne savaient pas lire, mais on se réunissait dans les cafés et on lisait la presse à haute voix. Donc c'est souvent comme ça que les nouvelles étaient relayées. Hein. Voilà, il paraît que le roi et la reine continuaient à leurs festivités qui étaient extrêmement coûteuses et ça se savait peut-être. Alors, en ce qui concerne la noblesse, il faut bien voir qu'on était à la fin d'un système. C'est-à-dire que le système féodal instauré au Moyen-Âge, où en échange de la protection du seigneur, les paysans acceptaient de travailler pour lui, acceptaient les corvées, hein, acceptaient de lui payer une partie de leurs impôts en récolte. Bon, ce système-là, il pouvait se justifier à l'époque du Moyen-Âge, mais il ne pouvait plus se justifier à l'époque de 1789. C'est-à-dire que la noblesse n'avait plus ce rôle de protéger le pauvre paysan en offrant son château fortifié et puis ses guerriers. Hein, ça n'existait plus.
Donc, les privilèges qu'ils avaient obtenus en échange de cette protection, ils subsistaient. Par contre, le rôle protecteur de la noblesse n'existait plus. Hein. Ça devenait de purs parasites. Les nobles, pour la plupart, vivaient dans leur château, ils ne se préoccupaient plus de sécurité parce qu'il y avait encore un peu d'insécurité, mais sans commune mesure avec le Moyen-Âge. Voilà. Donc, et la cour, beaucoup de nobles vivaient à la cour. C'est Louis XIV qui, pour les tenir en laisse, les avait attirés à Versailles et dépensait évidemment beaucoup d'argent, même certains se ruinaient, pour tenir leur rang. Hein. Donc, la noblesse, finalement, avait un rôle, je dirais, institutionnel complètement disproportionné par rapport à son rôle économique et sécuritaire. Parce que sur le plan économique aussi, s'était développée une bourgeoisie d'affaires, notamment dans les ports, avec le trafic en direction des colonies. Cette bourgeoisie, elle amassait de l'argent, mais elle n'avait pas droit d'accéder aux emplois. Hein. Elle était considérée comme de seconde zone. Or, ces gens-là, très souvent, étaient beaucoup plus riches que les nobles qui avaient été ruinés à vouloir tenir un certain train de vie à Versailles. Quant au roi, alors Louis XVI, avec le recul, c'était pas un mauvais type, hein, mais il est arrivé au mauvais moment. Je ferai la comparaison avec Gorbatchev ou avec d'autres dirigeants qui arrivent dans un moment d'ébullition qui soulève un peu le couvercle pour laisser s'échapper la vapeur, mais malheureusement, le couvercle leur saute à la figure. Hein. C'est-à-dire que dans une époque de trouble, soit on a une attitude ferme, sévère, répressive, soit on a une attitude plus libérale, et souvent on est dépassé par plus libéraux que soi. On le voit avec la révolution russe aussi, hein, quand Kerensky finalement a proposé une révolution, je dirais, très libéral, il a été dépassé par les bolcheviks. Quant à la reine, elle était très impopulaire. Alors, pour deux raisons. La première, parce qu'elle était autrichienne. Or, on avait fait la guerre à l'Autriche quelque temps avant. Et deuxièmement, s'était fait une mauvaise réputation aussi en raison de sa frivolité, de se supposer d'ailleurs. Très souvent, c'était plus... il y a eu des histoires comme par exemple le collier de la reine qui sont en fait des purs montages contre elle. Hein. Elle n'était pas responsable, mais pour le peuple, c'était l'Autrichienne qui dépense notre argent. L'autre chienne, comme on disait. Alors, j'ai essayé de résumer tout ça. Donc, on est en 1789, mauvaise récolte, donc les gens ont faim, Ouais. les prix des denrées alimentaires ont augmenté, influence, on commence à en avoir marre, les inégalités, influence des Lumières, on se dit, tiens, ça commence à bien faire. La noblesse qui continue à dépenser de l'argent sans se préoccuper du peuple. Et du coup, donc, le roi convoque les États généraux, alors peut-être rappeler ce que c'est, du coup. Alors, les États généraux, évidemment, ça ne ressemble pas tout à fait aux institutions que nous connaissons. C'était un système à plusieurs étages, c'est-à-dire que les citoyens dits actifs, c'est-à-dire ceux qui soit payaient des impôts, soit avaient une propriété, élisaient des représentants aux États généraux. Hein, c'était un système à plusieurs étages. C'était pas le suffrage universel direct. D'abord, il n'y avait que les hommes. Hein, les femmes n'avaient pas la moindre voix au chapitre. Et puis, c'était les hommes qui avaient un certain bien ou un certain revenu. Et puis, ils envoyaient des représentants. Alors, on a donc le clergé envoyait ses représentants, la noblesse les siens, et ce qu'on appelait le tiers état, les siens. Donc, les États généraux se sont constitués sur cette base-là, avec 3 blocs qui, normalement, d'après les règles institutionnelles, avaient le même poids dans les votes. C'est pas juste, ça. C'est pas juste. Hein. C'est-à-dire que le peuple, il avait un tiers. Alors, tout de suite, ça a posé des problèmes. Hein. Dès la convocation des États généraux, c'était le 5 mai 1789, ça a commencé à râler. Le tiers-État a exigé qu'on ne vote plus par ordre, mais qu'on vote tous ensemble.
parce qu'il savait très bien que parmi le clergé n'était pas homogène. Le curé de campagne, il était proche du peuple. C'était souvent quelqu'un qui tirait la langue comme ces pauvres ouailles. Hein. Et puis, il y avait les riches évêques, archevêques, qui, eux, évidemment, vivaient sur un train qui les rapprochait plus de la noblesse. Donc, très vite, quand le roi a accepté que les États généraux donc, votent par tête et non par ordre, eh bien, le tiers s'est trouvé très vite majoritaire parce qu'il y a une partie du clergé qui l'a rejoint. Hein, Alors, c'est quoi du coup le vote par tête par rapport au vote par c'est-à-dire ordre? que chaque personne des États généraux avait une voix. Donc chaque Alors, représentant. chaque représentant. Et on ne votait D'accord. plus par ordre. Hein. Donc, c'était la prépondérance numérique qui faisait qu'on pouvait voter, on trouvait une majorité. D'accord. Parce que chaque ordre avait le même nombre de représentants? Oui, Ou... enfin, non, le tiers-État avait obtenu le doublement du nombre de représentants. Ah, Hein, ce qui leur donnait mais c'était l'avantage le du coup. doublement du nombre de représentants dans l'ancien système où chaque ordre votait séparément. Donc, ça n'avait D'accord. pas d'incidence. Par contre, quand on a commencé à voter par tête, évidemment, Ok. ça a changé la face des choses. Et juste au passage, est-ce que le tiers-état avait aussi, entre guillemets, quelques alliés parmi la noblesse? Peut-être, je sais pas s'il y avait Oui, une... quelques nobles éclairés, très façonnés par les Lumières, etc. Par exemple, Lafayette hein, était plutôt du côté du peuple. Il y avait pas mal de... On retrouve parmi les révolutionnaires d'anciens nobles. On a même Philippe d'Orléans, qui était frère du roi, qui a joué un rôle un peu trouble, espérant peut-être prendre la place. Il s'est très vite rallié. Il a œuvré à côté du tiers-État. Hein. La noblesse n'était pas homogène. Il y avait aussi une noblesse pauvre. Il faut bien voir que tous les nobles n'étaient pas des ducs, des comtes. Il y avait aussi des petits nobliaux de province qui tiraient la langue également. Hein. Tout ça, ce n'était pas des blocs homogènes. Bien sûr. Mais alors, donc, Au bon, tiers-État, il y avait de riches marchands. Hein, d'accord. des gens qui s'étaient enrichis avec le commerce triangulaire des colonies. Donc, ce n'était pas des blocs homogènes. Ok, je veux bien le croire. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui lui a pris au roi de convoquer les États généraux? Qu'est-ce qu'il voulait faire et qu'est-ce qu'il espérait en tirer? Alors, il espérait en tirer des ressources fiscales supplémentaires, tout simplement. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une certaine notion de consentement à l'impôt. Parce que, tout simplement, dans le passé, quand le roi avait voulu imposer des taxes comme ça unilatéralement, ben, les gens, dans les campagnes, ils prenaient les fourches et puis ils embrochaient les collecteurs d'impôts. Hein. Ça Donc, peut être rigolo. voilà. Le roi, on parle de monarchie absolue, mais c'était pas si absolu que ça. Il y avait quand même un embryon de contre-pouvoir. Hein. C'était les jacqueries, les révoltes populaires. D'accord. Et donc, dans les règles, quand on convoque les États généraux, il fallait donc faire ces fameux cahiers de doléances dont tu parlais tout à l'heure. Alors, c'était pas obligatoire, mais c'était dans l'air du temps. Hein, Ok. parce que les États généraux, alors je ne me souviens plus exactement, mais les précédents, ils avaient été convoqués plus d'un siècle auparavant. Hein, il faut bien voir que hein, Ok. c'était pas. Ça Donc, évolue un les peu du coup. modalités avaient changé, forcément. Donc les gens se plaignent. Ils commencent à raconter tous leurs petits déboires dans les cahiers de doléances. Le roi reçoit tout ça. Et bon, et du coup, alors est-ce qu'on les écoute, on les écoute pas? Est-ce qu'il y a des gens Alors, qui lit ces cahiers d'ailleurs? qui lit ces cahiers, bah, beaucoup de gens, parce que c'était public. Alors, il y en avait certains qui étaient inexploitables, hein, parce que ils étaient rédigés quelquefois dans un français approximatif. Il faut voir que le français n'était pas la langue maternelle de beaucoup de gens qui habitaient sur le territoire. Hein. On parlait encore les langues d'oc, les patois, etc. Hein. Donc, les cahiers de doléances, certes, il y en a certains qui ont marqué par leur clairvoyance, leur clarté, mais il y en avait beaucoup, c'était des préoccupations très terre à terre.
et pas forcément bien rédigé, hein. C'est-à-dire qu'à la limite, oui, mon voisin, il fait ceci, pourquoi il a le droit de le faire et pas moi, tu vois, bon. Tout ça, c'était pas forcément du domaine du roi. Et d'ailleurs, les gens qui sont venus aux États généraux n'étaient pas anti-royalistes. Pour eux, si le pays marchait mal, c'était la faute des ministres. Hein, on avait eu une alternance de ministres entre Necker, Turgot, Calonne, etc. Et les déboires de la France étaient mis sur le dos des ministres. Le roi, lui, bénéficiait encore d'un grand prestige. D'accord. Donc, ouais, il n'était pas complètement impopulaire. Non, Et, non. ok, d'accord. Au début 1789, hein, parce qu'après, ça va vite changer. Ça va vite justement parce que voilà, la question qui me taraude, c'est à quel moment on a basculé dans la violence. Alors, bien évidemment, je pense à l'épisode que tout le monde connaît de la prise de la Bastille, mais qui n'est pas le seul épisode de violence. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment les gens ont commencé à prendre les armes? Alors, tout simplement parce que déjà, les infox étaient très présentes. Il faut voir que les systèmes d'information étaient en plus tout à fait embryonnaires. Or, il y avait des troupes qui avaient été massées aux abords de Paris. Et cette information est parvenue aux masses populaires qui se sont dit, ouais, on met l'armée pour nous écraser, hein, pour nous empêcher de nous exprimer. Donc les patriotes, comme on pourrait les appeler, on dit, il nous faut des armes. Alors dans un premier temps, ils ont pillé les Invalides, où il y avait un dépôt d'armes. Et puis, comme il n'y en avait pas assez, ils avaient entendu dire qu'à la Bastille, il y avait des armes, de la poudre, et ils sont allés à la Bastille, ils ont demandé au gouverneur de Launay d'ouvrir ses portes pour donner des armes. Celui-ci a refusé, et il s'en est suivi ce qu'on sait, c'est-à-dire que la garde du fort de la Bastille a tiré sur la foule, et puis finalement la foule a réussi à prendre la Bastille, et puis bon, Delaunay, il a fini avec sa tête au bout d'une pique, hein, et puis les insurgés sont emparés des armes. Donc c'était un réflexe de défense au départ contre un risque supposé d'intervention armée à cause de ces troupes massées aux portes de Paris. D'ailleurs, ça me fait penser du coup, mais ces mouvements, ils étaient spontanés ou il y avait des gens qui dirigeaient ça plus ou moins? Alors, c'est toujours la même chose. Il y a toujours quelque part des leaders qui, à un moment ou à un autre, utilisent la colère populaire. Bon, ils ne pourraient pas le faire s'il n'y avait pas une colère latente. Donc cette colère s'exprime et très souvent ces mouvements, ils autodésignent un leader, un chef, hein, qui va mener le mouvement. Mais c'est pas forcément des conspirateurs qui mènent le truc. C'est beaucoup de gens qui prennent les choses en marche et dont les opinions d'ailleurs varient au fil du temps. On verra que des gens qui étaient très modérés en 1789 deviendront des enragés en 1793. Hein. Ouais, Tout ça, c'est une question de circonstances, bon, d'opportunisme, très souvent. ok. Hein. Parce que je fais le parallèle avec l'actualité. Le mouvement des Gilets jaunes, on lui a souvent reproché de ne pas avoir de figure charismatique, de leader dominant qui aurait pu mener les choses. Est-ce que tu penses que c'est un facteur d'échec de ce type de mouvement? Je digresse un peu, mais Oui, oui, c'est vrai que les Gilets jaunes ont systématiquement refusé d'avoir des leaders, alors qu'en 1789, le peuple ne rejetait pas ses élites, enfin ses élites, les élites qui étaient proches de lui, c'est-à-dire les petits marchands, artisans, commerçants, petits bourgeois, curés, petits nobliaux, etc. Il n'y avait pas cette réaction viscérale contre les élites qu'on a connu avec le mouvement des Gilets jaunes. Là, les gens, assez naturellement, ils faisaient relativement confiance à des gens qui, eux, savaient écrire, eux, savaient lire, bien sûr, et puis ils savaient parler. Parce que la parole d'accord. était très importante à l'époque. Hein. Donc, toute personne qui savait lire, écrire et bien parler
pouvait avoir une influence sur les masses. D'accord. Alors, il y a aussi un autre élément important, c'est la Constitution. À un moment Mhm. donné, donc ils se sont. Alors, comment ça a émergé? D'où vient cette idée? Est-ce qu'il y avait des influences antérieures? Alors oui, il y a eu des influences, notamment ce qui s'est passé en Amérique. En quelque sorte, on a eu un effet de boomerang. On a aidé les Américains à s'affranchir des Britanniques, et les Américains avaient comment je pourrais dire, des idées politiques très démocratiques. Ils ont écrit une constitution qui est d'ailleurs pour l'essentiel toujours en vigueur. Donc tout ça, ça a macéré, hein, ça a traversé l'Atlantique, c'est-à-dire que ceux qui avaient participé à la libération des États-Unis, eh bien, ils sont revenus avec ces idées qu'une constitution, c'est quand même pas mal, que les idées de liberté, de démocratie, c'est pas inintéressant. Il y avait à l'époque une certaine admiration, parce qu'on n'était pas encore, il n'y avait pas eu encore les guerres napoléoniennes, pour la Constitution anglaise, qui est une constitution non écrite, mais la Grande-Bretagne était en avance sur nous au point de vue institutionnel. Il y avait un Parlement qui délibérait. Le roi avait des pouvoirs limités. Il avait des pouvoirs beaucoup plus importants que n'a Charles, par exemple, maintenant, mais néanmoins. Donc, tout ça, il y avait cette idée que la France n'avait pas de constitution, il y avait cette monarchie absolue de droit divin, le roi tenait ses pouvoirs de Dieu directement, dans une France qui commençait un petit peu déjà à se déchristianiser, ou plus exactement à être plus sceptique, avec des idées qui commençaient à venir de l'étranger ou à infuser en France. On s'est dit, il faut quand même que tout ça évolue. C'est pourquoi l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le nouveau nom des États généraux quand il y a eu le vote par tête, s'est transformé en Assemblée nationale constituante dès le 9 juillet 89, alors que la réunion des États généraux, c'était le 5 mai. Donc c'est arrivé très vite. Donc elle s'est constituée en assemblée constituante. Mais à l'époque, il n'était pas question de passer à une république. Il s'agissait simplement d'avoir des institutions qui ressemblent plus ou moins à celles de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que le roi tiendrait quand même compte des vœux d'une assemblée élue. Alors, élue pas au suffrage universel, il ne faut pas exagérer, au moins au suffrage censitaire, c'est-à-dire, comme on l'avait vu pour les États généraux, seuls les gens ayant de l'argent avaient avaient le droit de voter. Alors, il y a un truc intéressant que tu dis, tu parles de déchristianisation, parce qu'effectivement, moi j'avais appris à l'école, monarchie de droit divin, le roi c'était la figure absolue, effectivement, l'Église a une place très présente, et malheur à ceux qui remettraient en cause l'autorité de l'Église. Ça a été un. Là, je parle de choses qui, je crois, datent du Moyen Âge, en tout cas. Donc, c'était un lent processus, mais Hmm. apparemment qui a porté ses fruits. Comment ça s'est passé? Alors, quand je parle de déchristianisation, c'est pas tout à fait le terme adapté, je le reconnais. C'est plutôt la remise en cause de la place prééminente du clergé dans la société. C'est-à-dire que euh, le clergé avait un rôle à la fois comme directeur de conscience, à la fois comme détenteur de privilèges pour certains, hein, pas pour les petits curés de campagne, entendons-nous bien, qui était disproportionné par rapport au rôle que la religion jouait dans la société. De plus en plus, les idées philosophiques commençaient à infuser. Alors, c'était pas des athées, mais c'était des gens qui attachaient de moins en moins d'importance à la religion, qui relativisaient beaucoup plus. La religion avait un rôle important au Moyen Âge parce que les gens craignaient l'enfer, craignaient que, en quelque sorte, Dieu les punisse tout de suite et maintenant. Bon, au XVIIIe siècle, déjà, les gens avaient je dirais, une relation un peu plus distanciée avec la religion. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient devenus incroyants, hein, entendons-nous bien, hein, mais notamment à la cour, les gens, bon, quand tu voyais leur façon de vivre, c'était pas des façons de vivre très chrétiennes, hein, c'était assez frivole. La religion servait plus de prétexte. Hein, voilà. Même le clergé n'était pas exempt
de critique. Le haut clergé se comportait exactement comme la noblesse, avec beaucoup de morgue, avec beaucoup de suffisance, d'arrogance, une richesse quelquefois insolente, des maîtresses, etc. Bon, tout ça, c'est un ensemble, c'est une évolution qui avait commencé et voilà, qui s'est poursuivie d'ailleurs après. Hein. D'accord. Ça débouchera finalement sur la séparation de l'Église et de l'État au début du XXe siècle. Alors, du coup, on va essayer d'avancer un petit peu dans les dates, parce qu'on s'est arrêté au 14 juillet. Il y a plusieurs camps en présence, donc il y a le roi et son entourage, il y a les révolutionnaires, il y a l'Église. Il y a peut-être aussi dans le peuple des gens qui sont pas d'accord avec la révolution, Oui, 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 il y a des gens, notamment dans les milieux ruraux, qui étaient très conservateurs. C'est toujours le cas, hein, quand on regarde bien les évolutions sociologiques. Les villes sont toujours un peu en avance d'un point de vue idée que les campagnes. Bah, parce que les idées circulent plus facilement en ville, on a plus les moyens de s'informer, surtout à l'époque. Les élites se trouvent pour l'essentiel en ville. Dans les campagnes, on vit à un rythme à l'époque qui n'a pas beaucoup changé par rapport au Moyen Âge. Hein. Les idées nouvelles, pour arriver au fin fond de l'Auvergne, c'est pas méprisant ce que je veux dire, mais c'est un constat. Ces idées, elles arrivaient que vraiment très tardivement et je dirais que quelques nobles, quelques marchands avaient eu connaissance de ce qui s'était passé aux États-Unis, avaient lu des philosophes, mais c'était très 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 peu de monde. Alors que dans les villes, c'était beaucoup plus, ça touchait beaucoup plus de monde. Hein. Alors il y a d'accord. une date, on s'était arrêté au 14 juillet, il y a la date du 4 août, l'abolition des privilèges. Ça, c'est quand même une date très importante, on ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire que justement, tout ça, ça a fini par une sorte de macération. Au bout d'un certain temps, on a dit les privilèges qui sont accordés à la noblesse et au clergé n'ont plus lieu d'être. Mais contrairement à ce que l'on pense, ça n'a pas été aussi radical qu'on veut bien le dire. On n'a pas aboli comme ça les privilèges, on a dit simplement que les privilèges pourraient être rachetés. C'est-à-dire que les privilèges de chasse, les privilèges de corvée, etc., ceux qui en avaient les moyens, suite au 4 août, pouvaient les racheter et se libérer complètement de l'influence négative de ces privilèges sur eux. C'est-à-dire que du coup, c'est un tarif forfaitaire. Alors oui, bon, d'ailleurs, on verra après que, au bout d'un certain temps, comme il y avait peu de gens qui avaient les moyens de racheter les droits seigneuriaux, plusieurs années après, on les abolira complètement sans indemnisation. Mais à l'époque, le 4 août, on abolit les privilèges, mais on les monétise, hein, c'est-à-dire que on peut les racheter, on peut racheter les droits seigneuriaux, on peut racheter en quelque sorte sa liberté économique et fiscale. D'accord. Alors, je reviens sur les gens qui n'étaient pas d'accord avec la révolution, parce qu'on parlait des campagnes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un mouvement contre-révolutionnaire qui serait venu Oui, un petit peu mettre les bâtons dans les roues à tout ce processus, qui voyait ça d'un mauvais œil? oui. Alors c'est un peu plus tardif. C'est quand l'Assemblée nationale a décidé le 12 juillet 1790 de la constitution civile du clergé. C'est-à-dire que désormais, le clergé serait composé de fonctionnaires. Et on en profitait par la même occasion pour l'épurer des éléments douteux. Et ça a eu une influence extrêmement grave dans des contrées très catholiques, notamment dans l'Ouest, hein, qui est toujours resté très catholique. Et ça explique notamment l'insurrection en Vendée. Hein, Alors, c'est-à-dire que attends, je t'interromps un petit peu, juste pour que parce que j'ai du mal à me représenter. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire d'être fonctionnaire du coup? C'est parce que l'État avait la main dessus, c'était. c'est en fait les nobles et les ecclésiastiques ont très bien su transformer cette chose-là en disant regardez ces révolutionnaires,
ce sont des gens sans foi, hein, qui veulent abolir la religion catholique, ils veulent supprimer le clergé, parce que il faut bien voir que beaucoup de prêtres ont refusé de jurer sur la constitution civile du clergé et se sont donc quasiment insurgés contre l'État ou sont même partis à l'étranger avec les immigrés. Hein. Donc il y a une sorte d'insurrection du clergé contre l'État. Il y a eu qu'à peu près 40%, dit-on, de membres du clergé qui ont juré la constitution civile du clergé. Les autres n'ont pas voulu, se sont mis en état de rébellion. Hein. Et donc on a commencé à les arrêter, et les prêtres qui ne voulaient pas jurer, eh bien on les arrêtait. Autant te dire que dans des contrées très catholiques, quand les soldats venaient arrêter un curé, ça passait pas inaperçu. Hein. D'autant plus que dans les campagnes, il y avait certains nobles qui avaient gardé une certaine influence, et les nobles étaient très liés avec le clergé. Donc ça a provoqué la guerre de Vendée, qui a été un véritable massacre. Ça a été horrible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Vendée, en fait? Eh bien, donc il y a eu une insurrection populaire qui a été menée par des nobles, notamment La Roche-Jacquelin et bien d'autres, qui étaient les seuls à savoir mener des troupes, hein, parce que c'était ça, l'art de la guerre était possédé par les nobles. Et ils se sont emparés de différentes villes de l'Ouest, ils sont allés quand même jusqu'au Mans, jusqu'à Nantes, etc. Ils ont remis en cause tout ce qu'avait fait l'Assemblée nationale jusqu'alors. Et l'Assemblée nationale a envoyé des troupes avec des gens qui étaient des êtres sanguinaires. Hein. Il faut voir qu'à Nantes, par exemple, l'envoyé de l'Assemblée nationale, il a mis tous les suspects sur des bateaux, il les a fait couler dans la Loire. Hein. Bon, il y a eu des massacres épouvantables, donc ils ont appelé eux-mêmes d'autres massacres. Donc il y avait les Blancs, c'est-à-dire les pro-catholiques, pro-nobles, contre les rouges, les méchants qui venaient égorger les prêtres, tuer nos femmes et nos enfants. Hein. L'Assemblée nationale n'a pas été très habile. Elle a fait une répression sauvage. D'autant plus que il faut reconnaître que peut-être elle n'avait pas trop le choix, c'est que ces Vendéens, ils sont allés chercher de l'aide à l'extérieur. Et auprès de qui? Auprès des Anglais, avec lesquels, entre-temps, on était entré en guerre. Donc, il y avait aussi cet aspect-là. D'accord. Donc, il y a eu une guerre qui s'est rajoutée par-dessus avec les Anglais. En même temps, ça n'a pas dû aider à une transition, on va Et dire, oui, fluide. exactement, parce que suite à l'arrestation de Louis XVI, qui avait cherché à fuir à Varennes, les souverains européens ont très bien compris que s'ils laissaient faire, on remettrait aussi la royauté en cause dans leur pays. D'accord. Donc, ils ont fait une sorte de syndicat des royalistes en se disant si on ne soutient pas notre copain Louis XVI, eh bien ça va être notre tour. Donc la Prusse, l'Autriche-Hongrie, l'Angleterre, l'Espagne, le royaume de Sardaigne, ils se sont tous unis en se disant il faut qu'on en finisse avec ces révolutionnaires qui remettent en cause le rôle du roi, qui chassent les nobles, puisque les nobles émigraient, hein, parce qu'il y a eu aussi des châteaux qui ont été brûlés, enfin il y a eu tout un ensemble de choses. Donc c'était une réaction en quelque sorte des royautés appuyées par la noblesse immigrée, hein, qui avait fait de la propagande quand elle s'était réfugiée au-delà du Rhin, hein, pour être tranquille. Donc il y a eu cette coalition contre les nouvelles institutions qui allaient devenir républicaines. Donc la France, enfin en tout cas, on va dire les révolutionnaires ou la République, je sais pas comment. Non, c'est pas une République C'était pas encore. encore tout à fait la République. Hein. Voilà. L'arrestation de Louis XVI, quand il a voulu fuir, c'était le 22 juin 1791. Et en fait, la République a été proclamée le 22 septembre 1792. D'accord. Entre-temps, il y a eu quand même une constitution qui a été rédigée où le roi avait encore un rôle. Hein. D'accord. C'était une monarchie parlementaire. Donc le roi, même après Varennes, n'a pas été encore discrédité tout de suite.
Alors, il se passe beaucoup de choses en même temps. C'est une Et période oui, c'est ça. extrêmement dense. C'est compliqué. Alors, j'aimerais déjà qu'on ferme la parenthèse de la guerre. Enfin, si on peut appeler ça une parenthèse, avec tout le respect. On peut pas la Euh, faire parce qu'elle va durer jusqu'en 1815. alors, mais on va la traiter. Comment on fait pour se défendre la France? Que tu dis, il n'y a plus de thunes. Voilà, donc il a fallu lever des troupes, tout ça. Comment on a trouvé l'argent pour financer, pour les jeter des armes, tout ça? Comment ça s'est passé? Alors, il y avait plus de thunes. En plus, il y avait presque plus d'encadrement de l'armée, parce que il faut bien voir que l'encadrement de l'armée, les généraux et tous ceux qui étaient en dessous, c'était des nobles pour l'essentiel. Et beaucoup avaient immigré suite aux premiers incendies de châteaux, aux premières menaces, etc. Donc l'armée était même sans cadre, hein. L'armée régulière aussi, pendant longtemps, elle est restée un peu royaliste. Euh, donc il a fallu faire ce qu'on a appelé la levée en masse. C'est-à-dire qu'on est allé chercher les citoyens dans les villes et les campagnes, on les a armés pour aller repousser les Prussiens, les Austro-Hongrois dans les plaines de Champagne. Dans un premier temps, ça a été un désastre. Nos défenses ont été enfoncées. C'était des soldats qui n'étaient pas aguerris. Ils avaient presque plus d'officiers. La poudre manquait, etc. L'argent manquait. Et ce qu'on a appelé les coalisés sont entrés assez profondément dans le territoire français. Heureusement, il y a eu une réaction et il y a eu la victoire de Valmy, qui a marqué un coup d'arrêt à la progression des Austro-Prussiens. Hein. Alors, La mais victoire de Valmy. juste avant ça, tu me dis, on a fait la levée en masse, mais les gens ne devaient pas être contents et ça n'a pas dû renforcer la popularité de la Révolution. Si? Oui, c'est jamais tellement apprécié, c'est sûr, d'autant plus qu'il faut bien voir qu'à l'époque, la France était essentiellement paysanne. Et quand tu avais une levée en masse qui se produisait au moment des moissons, c'était autant de bras en moins pour récolter les grains. Donc, c'était jamais très sympathique. Mais bon, néanmoins, on a pu trouver des troupes suffisamment pour, dans un premier temps, arrêter les Austro-Prussiens. Donc la victoire de Valmy, c'est le 20 septembre 1792. Donc c'est la victoire, ça a permis de stopper, en tout cas, enfin, gagner du temps sur l'invasion, parce que tu me dis que ça Voilà. continue jusqu'en 1815. Oui, après, il y a eu de nouveau des déboires. Il y a eu le général Dumouriez qui a trahi, qui est passé aux côtés des coalisés. Bon, pratiquement, les guerres, elles n'ont pas cessé jusqu'en 1815. Il y a eu des petites accalmies par moment, mais grosso modo, tant qu'il n'y a pas eu la restauration, les souverains d'Europe n'étaient pas tranquilles. Hein, quand il y a eu la restauration en 1815, ils se sont dit, ouf, enfin, ces Français, on les a calmés. Hein. Mais aussi bien la Révolution que le Consulat, que l'Empire ne pouvaient que les inquiéter. D'autant plus que de guerre défensive, on est passé à une guerre offensive. Ah bon? C'est-à-dire que, ah oui, la République, bon, une fois qu'elle a eu ses premières victoires, eh bien, elle a envahi l'Allemagne jusqu'au Rhin, elle a envahi la Belgique et les Pays-Bas. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas, le concept de Belgique-Vilta belge n'existait pas. Elle a envahi, on a envoyé un certain Napoléon Bonaparte, qui était à l'époque un simple officier, en Italie, où il a eu des victoires quand même assez éclatantes. On a repoussé les Espagnols dans les Pyrénées. Donc, on a fait des conquêtes territoriales. Ces conquêtes territoriales, d'ailleurs, dans un premier temps, on les a organisées sur le modèle de la République française, qui avait été proclamée donc le 22 septembre. C'est ce qu'on a appelé les républiques sœurs. C'est-à-dire qu'on a fait une république partenopéenne à Naples, on a fait une république cisalpine en Italie, une république helvétique en Suisse, une république du Montonnerre, etc., qui avaient des institutions copiées sur les institutions françaises. Parce qu'on s'est dit, mais nos idéaux, on va les exporter, on va même les imposer. Nos idéaux de liberté, de démocratie, c'est quand même un comble. Ça fait penser aux Américains en Irak, hein, imposer la démocratie par les armes. Donc Mais, c'était l'objectif de ces guerres offensives, en fait. C'était de répandre la démocratie ou oui, il y avait alors autre chose? c'était aussi un prétexte. Il y a toujours un prétexte, et puis il y avait la réalité, c'est que quand tu es agressé, on le voit en Ukraine, tu repousses l'agresseur, et puis au bout d'un certain temps, tu dis pour
pour venir à bout du problème, ben, je vais aller chercher l'agresseur jusque chez lui. C'est logique. D'accord. Donc, oui, c'est une guerre défensive, elle se transforme en guerre offensive, hein, c'est à un moment ou à un autre. Ok, donc on est sur ce fond de guerre là, tout ça qui s'interrompra jamais vraiment. Et donc progressivement, la déchéance de Louis XVI, ça s'est passé par étapes, j'imagine? Oui, alors ça s'est passé par étapes. Bon, en 1789, les choses se passaient encore relativement bien puisque le roi a concédé pas mal de choses. Louis XVI était un brave type qui s'est trouvé là au mauvais moment et au mauvais endroit, et il a eu des alternances maladroites de fermeté et de renoncement. C'est-à-dire dans un premier temps, il disait non, 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 et puis au bout d'un certain temps, il disait bah oui, peut-être. Donc, il satisfaisait ni les ultras du côté des nobles, hein, qui disaient on a un roi mou, ni les ultras du côté du peuple qui disaient bah oui, regardez ce souverain qui dit oui, dit non, dit peut-être, etc. Donc, c'est toute l'ambiguïté de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire face à des événements qui le dépassent. C'est ça. Louis XVI n'était pas méchant. C'était un type qui était inadapté à son époque, hein, à ce moment-là. Donc, D'où la tentative de fuite, d'ailleurs. voilà, c'est que donc on lui a imposé des restrictions dans ses pouvoirs. Il a bien senti que son avenir était quand même derrière lui, même si sa vie n'était pas encore en cause, et il a tenté de fuir. Il a fui le 22 juin 1791, hein, donc assez tardivement finalement, hein, par rapport à 89. Et puis il a fui, bon, on connaît bien l'épisode, il se trouve à Sainte-Menehould, je crois, ou même à Varennes, il a été reconnu. On a dit, regardez, c'est le roi, alors qu'il s'était déguisé en bourgeois, hein, dans une berline tout à fait ordinaire. Et les patriotes du coin l'ont ramené à Paris. L'idée de Louis XVI, c'était de rejoindre les troupes coalisées qui avaient envahi l'Est de la France. Hein, c'était un peu cette idée-là. Donc c'est un traître, en fait, presque. Oui, et donc il a été ramené à Paris, mais on aurait pu penser qu'à ce moment-là, son sort était scellé, mais pas tout à fait. Parce que parmi les révolutionnaires, il y avait des révolutionnaires modérés, notamment ce qu'on appelait les Girondins. Parce que pour beaucoup, c'était des députés élus par la Gironde, le département de la Gironde. Et ceux-là, leur modèle, c'était la Constitution britannique. Ils n'imaginaient pas une république, ils voyaient ça d'un mauvais œil, ils craignaient que la populace, comme on disait, soit incontrôlable. Donc, on a fait une première constitution, qui était une constitution tout à fait assez semblable finalement à la constitution britannique, avec une assemblée nationale, bon, c'est le Parlement britannique, hein, l'équivalent, un roi qui, quand même, signe des décrets, avait même un droit de veto. Il pouvait mettre son veto à des lois, hein, votées par l'Assemblée. C'est là le problème. C'est qu'on n'avait pas été jusqu'au bout. Il n'y avait pas de droit de dissolution du roi sur l'Assemblée. Et l'Assemblée ne pouvait pas légalement renverser le roi. Donc, quand le roi a commencé à utiliser son droit de veto, eh bien, là, la tension a commencé à monter. Hein. Juste, il l'utilisait sur quoi, le droit de veto? Enfin, il y avait Alors, des trucs il particuliers. a notamment utilisé sur la constitution civile du clergé. Il D'accord. n'était pas d'accord pour que le clergé soit réduit à l'état de simple fonctionnaire. Ah, le fameux événement qui avait Oui, déclenché oui. les. Ok. Voilà. Entre-temps, il s'est trouvé que donc la guerre a démarré avec l'Autriche. La guerre, elle a été déclarée le 20 avril 1792. Hein. Donc, on a soupçonné la reine, notamment, peut-être plus que le roi, de communiquer avec les princes coalisés pour leur donner des informations, pour les inciter, etc. Et donc, il y a eu une commune insurrectionnelle qui s'est instaurée à Paris, des gens qui disaient ouais, regardez, l'Assemblée nationale, ils sont trop mous, etc. Donc il y a eu en quelque sorte, les révolutionnaires modérés ont été dépassés sur leur gauche par ceux qui voulaient aller plus loin. Et de ce fait, eh bien,
la Convention, qui est l'Assemblée qui a remplacé l'Assemblée nationale, a décrété la République et la déchéance du roi. Et donc la République a été proclamée le 22 septembre 1792 et le roi est traduit en jugement. Il n'y avait pas unanimité pour le traduire en jugement, hein, et puis après, il n'y avait même pas unanimité pour le mettre à mort. Mais néanmoins, le tribunal l'a condamné à mort et il a été exécuté le 21 janvier 1793. Formellement, on lui reprochait quoi, du coup? Pardon. On Formellement, on lui lui reprochait quoi? reprochait notamment de supposer accointance avec les forces coalisées, avec les autres princes d'Europe. Ok. On aurait découvert aux Tuileries une armoire de fer dans laquelle il y aurait eu des correspondances compromettantes pour le roi. Alors c'est l'exécution de Louis XVI qui a été un détonateur de l'insurrection de Vendée D'accord. et qui a renforcé les coalisés dans leur volonté de renverser cette république qui avait exécuté son roi. Tu me diras, ce n'était pas la première fois dans l'histoire. Hein. Il faut bien voir que les Anglais avaient exécuté leur roi Charles au XVIIe siècle. Bon, mais néanmoins, c'était quand même quelque chose d'insupportable pour tous les princes d'Europe. Ok. Ouais, donc c'était assez. C'est pas un événement anodin quand même. Donc. Exactement. Alors, comme je te dis, il y a eu un mouvement insurrectionnel à Paris, parce que la Révolution, elle s'est faite pour beaucoup à Paris, pour essentiellement à Paris. Les Girondins ont été, au bout d'un certain temps, chassés de l'Assemblée. On les trouvait trop mous. Hein, ils n'avaient pas voté la mort du roi. Donc, le 2 juin 1793, on les a foutus dehors. On a épuré l'Assemblée. Alors attends, parce que on va reprendre sur les différents clans dans l'Assemblée, puisqu'il y a donc il y a les Girondins qui sont ils sont plutôt royalistes, c'est ça? Disons modérés. Ok, Royaliste, c'est peut-être un bien grand mot, modéré. C'est-à-dire que pour eux, le modèle, c'est le modèle anglais. d'accord. Il y a, je crois, les Jacobins, si je me souviens bien. Voilà, les Jacobins donc ce sont des gens qui se réunissaient dans l'ancien couvent des Jacobins, c'est pour ça qu'on les a appelés comme ça, c'était au départ les Amis de la Constitution, qui étaient par contre beaucoup plus extrémistes. D'accord. Et il y a eu une lutte entre Jacobins et Girondins. Les Girondins étaient souvent les représentants des grandes fortunes des ports. Et c'est pour ça que la Gironde, avec le port de Bordeaux, avait des députés qui étaient Girondins, hein, C'est politiquement Girondins. logique. Parce qu'il faut bien voir que la Révolution française, elle a été déclenchée par la bourgeoisie. La bourgeoisie, ce n'était pas un gros mot à l'époque, c'était les commerçants, les artisans, qui n'étaient pas forcément des gens très fortunés, mais qui étaient propriétaires de leur échoppe, qui étaient propriétaires de leur commerce, et c'était aussi la bourgeoisie d'affaires des ports. Bon, c'est eux qui ont lancé la Révolution. Et puis, ils ont été dépassés, comme souvent dans les révolutions, par des gens plus en bas de l'échelle, qui ne voyaient pas leur sort s'améliorer, malgré toutes les promesses, les grandes idées, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la République, et qui ont dit au bout d'un certain temps, tous ces gens-là, finalement, ils se fichent de nous, ils nous utilisent, mettons-les à la porte. Et même pour certains, coupons-leur la tête. Voilà, c'est plus simple. Donc, on est à ce moment-là où le roi est mort. Ok. 1793, oui. Voilà, on a viré les Girondins de l'Assemblée. Donc, a Ouais. priori, on pourrait croire que les révolutionnaires ont gagné et qu'on va gagner en stabilité. Non, pas encore. Alors, on décrète une nouvelle constitution, la constitution dite de l'an 1, parce qu'on change de calendrier pour bien marquer le changement d'ère. Hein. C'est le Ah bah fameux oui, calendrier révolutionnaire avec ces mois avec des noms très poétiques. Hein. Et puis, on date le calendrier non plus de la naissance de Jésus-Christ, mais de la proclamation de la République, le 22 septembre. Donc, l'an 1, c'est ça, c'est du 22 septembre 1792 au 21 septembre 1793. Hein. Alors, ok. le 24 juin 1793, on vote une nouvelle constitution, qui est une constitution à la fois très longue et extrêmement démocratique, même à tel point que
elle est considérée encore maintenant comme la constitution parfaite, notamment à gauche. Mais le problème, c'est qu'elle n'a jamais été appliquée. Dès Ah, qu'elle a été votée, on l'a mise dans une belle arche en bois précieux et on l'a déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi elle n'a jamais été appliquée? Elle aurait été probablement d'ailleurs inapplicable. C'est qu'on était dans un contexte de guerre et que dans un contexte de guerre, il fallait un gouvernement efficace plutôt que démocratique. C'est ce qui a donné notamment naissance au comité de salut public et au comité de sûreté générale. qu'est-ce que C'est-à-dire c'est qu'il ça? s'agit. Voilà, la Constitution, c'est très bien, mais dans un premier temps, les coalisés sont à nos frontières. Les Vendéens massacrent les troupes républicaines. Il y a des émeutes un peu partout en province. Il y a les contre-révolutionnaires qui sont là, qui suscitent. Il y a la foule des enragés qui menacent. Donc, il s'agit d'avoir un gouvernement efficace. Donc, la Constitution, on verra après. Alors, du coup, tu parlais du comité de salut public et du comité de sûreté générale. Qu'est-ce Oui. que c'est? Alors, ce sont des émanations de la Convention, puisque la Convention, c'est la nouvelle Assemblée qui a remplacé Convention. C'était parce qu'elle, justement, Convention, elle était chargée d'établir la Constitution. Hein, comme aux États-Unis, la Convention avait créé la Constitution des États-Unis. Hein, comme il y a eu la Convention en 2004 pour la Constitution européenne. Hein, une Convention, c'est ça son but. Elle a donc élu un comité de salut public avec des personnalités hautes en couleur qui avaient pratiquement tous les pouvoirs. Hein. Là, il ne s'agissait plus de démocratie, parce qu'il y avait urgence. Il fallait démasquer les traîtres, les contre-révolutionnaires, il fallait repousser les ennemis. Donc, ce comité de salut public, il ne s'est pas encombré de bons procédés. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a été relativement efficace, puisqu'on a réussi à contenir les coalisés. Puis on verra qu'à la longue, les contre-révolutionnaires, eh bien, ils vont perdre. Hein, mais ça prendra quand même un certain temps. Et le comité de sûreté générale, du coup, c'était la Oui, même alors, chose? oui, c'est-à-dire qu'il y avait un peu un partage des tâches, mais parce que on craignait la Convention craignait beaucoup le pouvoir personnel. C'est pour ça qu'elle avait confié ces tâches à des comités et qu'elle en avait créé deux au lieu d'un. Mais très vite, le comité de salut public a pris le pas sur le comité de sûreté générale. Hein, et s'est attribué quasiment tous les pouvoirs, décidant d'appliquer ou non les lois votées par la Convention, envoyant des représentants en mission dans les provinces pour rétablir l'ordre d'une manière musclée, envoyant des gens sur le front pour éventuellement destituer les généraux qui n'étaient pas capables. Enfin bon, c'était vraiment, et mettant en place une économie de guerre avec un maximum pour le prix des denrées. La liberté économique même avait été remise en cause parce qu'il y avait une telle inflation qu'on avait décidé de mettre un prix maximum pour le grain, un prix maximum pour les salaires. Voilà, c'était des mesures d'urgence qui ne pouvaient être prises que par une poignée d'hommes qui avaient une énergie, une conviction et une capacité de travail, parce qu'ils travaillaient presque jour et nuit. Ils dormaient au comité de salut public. Hein, ils avaient un lit de camp. Enfin, c'était vraiment des personnages extraordinaires. Alors, ils n'ont pas fait que du bien, mais c'était quand même sacrés bons hommes. Hein. Et alors, est-ce que c'est là qu'a démarré ce qu'on appelle l'épisode de la terreur, le moment où ça... Et oui, la terreur, et oui, parce que alors elle est arrivée le 5 septembre 1793, c'est à ce moment-là qu'on a décrété la terreur, parce qu'on n'arrivait pas à venir à bout des contre-révolutionnaires. Donc on s'est dit, en les terrorisant, on va en finir. Alors ça consistait, ça a été le fameux tribunal révolutionnaire, qui a condamné un peu à tort et à travers toute personne qui était plus ou moins suspect ou qu'on pensait qu'elle pouvait être contre-révolutionnaire. Donc on a exécuté en masse, hein, il y avait jusqu'à 30 exécutions par jour, enfin c'était invraisemblable. Il suffisait quelquefois de très peu de choses, et notamment d'une malveillance, hein,
parce que très souvent, des gens ont été traduits devant l'échafaud parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit oui, il a dit ceci, il a fait cela, alors que ce n'était pas forcément vrai. Hein. C'est un peu, ça fait penser un peu à l'épisode de délation pendant l'occupation allemande. Hein. Voilà, il suffisait de déplaire à son voisin. Bon. Donc, voilà la terreur. Et alors, cette terreur, elle a terrorisé, certes, les contre-révolutionnaires, mais elle a terrorisé les révolutionnaires eux-mêmes. Parce que comme je te l'ai dit, parmi les révolutionnaires, il n'y avait pas que des extrémistes. Il y avait des gens qui étaient quand même relativement modérés et qui se sont dit, mais ça va être bientôt mon tour. Hein, à un moment ou à un autre, on va me déclarer contre-révolutionnaire parce que j'aurais pas voté la bonne loi ou j'aurais eu une déclaration. Donc, ils ont commencé à prendre peur. Et comme parmi les animateurs de cette terreur, il y avait le fameux Robespierre, hein, Robespierre, personnage très notable, un intransigeant, un type qui était effectivement incorruptible, mais bon, extrêmement déplaisant, hein. Pas très bon orateur d'ailleurs, entre parenthèses. Eh bien, au bout d'un certain temps, tous ces modérés se sont dit, mais ça va être notre tour, on nous trouvera quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont débarrassés de tous ces enragés, hein, et ils ont fait arrêter Robespierre et ils l'ont fait exécuter. Et on peut considérer que l'exécution de Robespierre, c'est un peu la fin de la Révolution. Après, ça va être le directoire et le consulat, ça va être autre chose. Mais à partir de ce moment-là, on a décrété la fin de la terreur, on a décrété la fin d'un certain nombre de mesures d'exception. Et comme entre-temps, on avait eu des victoires à l'extérieur, la pression s'est un peu desserrée. Hein. Il y a eu même un mouvement de retour de bâton, c'est-à-dire que des gens qui avaient des profils bas jusqu'alors, qui étaient plutôt sympathisants royalistes, se sont mis à persécuter les révolutionnaires. Hein. Ça a été les fameux incroyables dont on parlait, les muscadins. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souvent s'étaient enrichis d'ailleurs honteusement à l'occasion avec les fournisseurs de guerre, comme souvent, et qui ont redressé la tête, et à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte de terreur à l'envers. Hein. Et il y a eu un certain nombre de révolutionnaires qui l'ont payé de leur vie. D'accord. Bon, bah c'est hyper complexe. Alors, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais qu'on passe 2 secondes sur, du coup, les conséquences à long terme de la révolution sur le reste de l'Europe et du monde. Je pense que voilà, alors, sans rentrer dans des détails, mais en baillant comme ça a dû inspirer d'autres pays. Peut-être qu'il y a d'autres révolutions qui ont eu lieu. J'ai du mal à me présenter. Alors, c'est vrai que les idéaux révolutionnaires ont été sympathiques dans certains pays, notamment des gens comme Goethe étaient au départ très pour les idéaux de la Révolution française. Il a changé d'opinion quand les troupes françaises ont envahi l'Allemagne. Hein, c'est toujours la même chose. On avait créé ces fameuses républiques sœurs, qui étaient un peu des modèles sur le modèle de la République française. Mais très vite, ces républiques sœurs se sont révélées être des instruments d'oppression des Français sur les populations locales, et elles ont été transformées en départements. Hein. C'est la France des 130 départements de l'époque de Napoléon. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des départements jusque sur les bords de la Baltique et puis jusqu'en Italie. Bon, voilà. C'est-à-dire que ces idéaux ont été trahis par les révolutionnaires eux-mêmes. Mais ils ont subsisté quand même, parce que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est un document qui est remarquable, qui est d'une clarté extraordinaire. Quand on le lit, on se dit, mais chaque terme est pesé. Et elle a eu une influence auprès des penseurs. En plus, puisque la Révolution, certes, elle s'est arrêtée, mais elle a continué sous une forme autre avec le Directoire et l'Empire, on a imposé notre mode de fonctionnement à l'ensemble de l'Europe continentale. On lui a imposé le système métrique. Le système métrique a été inventé par les Français et imposé par les Français. Et maintenant, dans le monde, il n'y a que les États-Unis qui n'utilisent pas le système métrique. Tous les autres pays du monde utilisent le système métrique, même maintenant les Anglais, hein, sauf pour les limitations de vitesse sur les routes. On leur a imposé la division en départements.
Actuellement, les provinces en Belgique sont le copier-coller des départements que la République française avait instaurés quand elle a envahi la Belgique. Hein. D'accord. On a imposé, alors c'est plus tardif, c'est à l'époque de Napoléon, mais le code civil. Le code civil, là récemment j'ai fait une conférence sur la justice internationale. La justice internationale, elle est partagée entre deux écoles de pensée. L'école du common law, c'est-à-dire la jurisprudence à la britannique, sans texte, sans beaucoup de texte, et ce qu'on appelle le droit continental. Et le droit continental, c'est un legs que les Français ont fait aux Italiens, aux Belges, aux Allemands, etc. Le fait que le droit, il doit être écrit. Une constitution doit être écrite, hein, ce qui n'était pas le cas en Grande-Bretagne. On a légué beaucoup de choses, même si on a trahi nos idéaux. D'accord. Et j'ai l'impression qu'ils ouais, ils subissent cette idée aujourd'hui dans l'imaginaire collectif que, entre guillemets, j'ai envie de dire la fin justifie les moyens. C'est que des fois, la violence est nécessaire face à l'injustice de l'État. Voilà, on peut prendre les armes pour renverser un État qui prendrait des mesures qui ne sont pas du goût de l'opinion publique. Néanmoins, et peut-être je vais dire une La connerie, hein. déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, le droit d'insurrection des citoyens, D'accord, contre c'est le dedans. gouvernement, dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'avec, au contraire des États-Unis, j'ai l'impression que les Français sont plus attachés à un État fort. C'est-à-dire que dans l'idée, on va se révolter, mais pour que l'État revienne sur le droit chemin. Tandis que dans les discours américains, j'ai l'impression que c'est plus qu'on va se débarrasser de l'État s'il empiète sur nos libertés individuelles. Exactement. En fait, la France est une construction étatique. Nos rois ont progressivement, depuis le Moyen Âge, dépouillé les féodaux, donc la noblesse, de leurs privilèges, de leurs droits. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout, pas suffisamment loin, mais en consolidant l'État. Hein, ça commence avec Philippe Auguste, notamment, hein, c'est légiste. Le fait que le roi, eh bien, il faut bien voir qu'au début de la monarchie capétienne, le roi était élu par ses pairs. Le D'accord. roi progressivement a imposé le fait qu'il y a une succession dynastique, que c'est lui seul qui a l'autorité, qu'il faut s'appuyer sur un corps de fonctionnaires, qu'il est le garant en quelque sorte du bonheur des Français. Et c'est pour ça que il y a eu 1789, c'est que cette idée-là, elle est dans la tête des Français. Les Français attendent toujours de l'État le bonheur, la paix, la prospérité. Et en 1789, le système leur donnait plus ça. Et ils ont voulu en changer. Et ils sont toujours dans la même idée. C'est-à-dire que les Français, contrairement aux Américains qui, comme tout, je dirais, aventurier qui s'aventure dans les plaines de l'Ouest, bon, les Américains, il fallait qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. L'État, quand tu étais au fin fond du Texas, quand c'était pas encore rattaché aux États-Unis ou en Californie, l'État, il était vraiment loin. Il était à Washington, il fallait se débrouiller, hein, avec un fusil et puis un shérif qu'on élisait. On se débrouillait par soi-même. En France, on a toujours eu une tradition d'État fort, et ça a persisté avec évidemment l'Empire, le premier et le second Empire, et même la République. La République, elle est une et indivisible, et puis pendant très longtemps, la République n'a pas toléré, par exemple, la décentralisation. Elle est restée très centralisée jusqu'aux lois de fer de 1982, hein, 81-82. Hein. C'est le D'accord. préfet qui est représentant du pouvoir, et puis voilà, et on reste un peu dans cette. La constitution de la Ve République, c'est quoi? C'est un roi qu'on élit, finalement. C'est un souverain qu'on élit. On le voit bien. J'ai j'ai l'impression que on est vraiment divisé entre d'un côté cette volonté d'avoir le mythe de l'homme d'État fort qui maintient l'ordre et la justice, qui est quelqu'un de voilà d'un peu autoritaire. On garde cette figure d'autorité, voilà. Et d'un autre côté, le fait que le peuple doit faire un contre-pouvoir fort pour empêcher les dérives d'un système qu'on accuse régulièrement d'être corrompu, d'être. Il y a vraiment ce double discours qui c'est paradoxal en fait. Bah, c'est pas paradoxal parce qu'on a idéalisé le pouvoir
C'est-à-dire que le pouvoir, ça doit être des hommes purs, intègres, qui vont faire en sorte que nous aurons la paix, la prospérité et le bonheur. Et quand ils nous déçoivent, évidemment, on a envie de leur couper la tête. Hein, ça c'est clair. Mais même les gilets jaunes, certains gilets jaunes, dans leur discours, voulaient confier le pouvoir à un certain général de Villiers, hein, à une certaine époque, parce que eux aussi, ils voulaient, et les gens qui votent actuellement pour le Rassemblement national, ils votent pas pour un pouvoir plus démocratique, ils votent pour un pouvoir fort qui va aller dans la bonne direction, celle qu'ils souhaitent, Ah, mais pas d'ailleurs, forcément pour plus de démocratie. tu dis le Rassemblement national, mais en fait, j'ai l'impression que la quasi-totalité des candidats aux élections s'imposent comme des figures, un Mélenchon, un Macron, c'est des gens qui disent, voilà, avec moi, ça va changer. Enfin, c'est. Voilà, on est resté à cette figure du père tutélaire, hein, et effectivement les partis en France, que ce soit l'ancien parti gaulliste autour de De Gaulle, que ce soit le parti de Macron autour de Macron, que ce soit les Insoumis autour de Mélenchon, que ce soit le Rassemblement national autour des Le Pen, hein, père et fils, ben c'est ça, c'est pas des vrais partis bien structurés, ayant des idées en propre, ce sont des écuries qui soutiennent un candidat lequel va nous sauver. Parce que j'ai l'impression que justement, en parallèle de ça, bah, on assiste à une déchéance des partis qui sont moins centrés autour d'une personnalité. Bon, le Parti socialiste, les Républicains. Les Républicains subsistaient à l'époque où il y avait justement des figures fortes, voilà, qu'on aime ou on n'aime pas, hein, mais des Oui, gens comme qui Sarkozy, avaient, etc. Oui. voilà, Sarkozy, on pense à lui. Les partis écologistes, tout ça, qui ont aussi beaucoup de mal à trouver un leader charismatique, voilà. J'ai l'impression que c'est ça qui leur fait défaut et que les Français ne sont pas prêts à voter pour des idées à la place d'une figure. Enfin, voilà, j'extrapole, mais j'ai l'impression que ça se passe comme ça. Et oui, il faut voir que le taux de participation aux élections présidentielles est très satisfaisant. Hmm. Le taux de participation aux élections nationales, Assemblée nationale, les élections même locales, c'est beaucoup moins significatif. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a élu le président de la République, on se dit bon, bah, ça y est, maintenant on a un chef, on a une politique pour les 5 ans qui viennent. Bon, alors éventuellement, après, à l'Assemblée nationale, on vote dans les élections qui suivent pour des gens qui soutiennent le président qu'on vient d'élire, mais qui n'ont pas forcément une personnalité telle qu'il pourrait remettre en cause l'autorité du chef. D'ailleurs, quand il y a une tête qui dépasse, on le voit bien, dès qu'il y a un Premier ministre qui commence à avoir un peu de personnalité, de charisme, le président s'en débarrasse. Hein. Hmm. Le président, c'est le chef. Il n'y en a qu'un seul, et je ne veux voir qu'une seule tête. Et C'est cette tête, de marrant temps en de, temps, on veut la couper. c'est vraiment marrant de voir à quel point on est influencé par l'histoire. J'ai l'impression, parce que moi j'ai l'impression d'avoir mes idées, mais que je suis un penseur libre et indépendant, mais je me rends compte que beaucoup de choses qui sont incrustées dans ma tête, en fait, c'est un héritage culturel et Bien qu'il sûr. suffit qu'on soit né à un endroit différent, voilà, pour avoir, voilà, quand on voit le mode de pensée, je sais pas, des Russes, des Américains, des Allemands, tout ça. J'ai l'impression que voilà, c'est critique de connaître l'histoire de son pays pour prendre du recul par Exactement. rapport à l'inconscient collectif. Et qu'il faut comprendre ce qui se passe. Regarde, par exemple, en Allemagne, depuis évidemment qu'ils se sont débarrassés d'Hitler, ils ont une culture du compromis. Ce sont des gouvernements de coalition. En France, le compromis, c'est un gros mot. Ça veut dire compromission. Il n'est pas D'accord. question que les républicains fassent un accord de gouvernement avec les macronistes, que les socialistes s'allient avec, je sais pas, même les centristes, etc. Chacun campe dans son camp, veut préserver la pureté de ses idées, et il n'est pas question. Alors, il y a peut-être quelquefois des arrangements de circonstances, hein, bon, c'est pas aussi net que ça, mais le compromis en France, c'est un gros mot, alors que c'est la base du fonctionnement de beaucoup d'États européens. D'accord. Très bien. Super. Bah, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. On a discuté de beaucoup de choses. On a balayé. Bien sûr, il y en aura encore plus à voir. Est-ce que peut-être tu as des recommandations pour ceux qui voudraient aller, ceux et celles qui voudraient aller plus loin, de livres, de films sur le sujet de la Révolution? Alors, quand on veut avoir une vision courte de la Révolution française, moi, ce que j'ai fait là pour préparer cette émission, je me suis replongé dans mes que sais-je.
Quand tu as un livre qui, en 150 pages, résume des éléments, c'est déjà une bonne approche. Parce que on trouvera des ouvrages pointus sur certains aspects de la Révolution française, mais qui n'abordent pas les autres. Hein. Il y a de très bons livres sur Robespierre, il y a de très bons livres sur le Comité de salut public, il y a de très bons livres sur ceci, sur cela. Mais si on veut avoir une vue d'ensemble, il faut s'orienter plutôt vers des ouvrages très généralistes et globaux. Et ensuite, une fois qu'on a l'appétit, on va plus loin. Ouais, Il faut creuser des commencer par éléments le général. spécifiques. Voilà. Il faut D'accord. commencer par le général, et puis ensuite on se dit, bah tiens, dans la Révolution française, il y a un aspect là qui m'intéresse, qui me passionne, je vais aller voir ce que c'est. Moi, j'ai acheté un bouquin sur les républiques sœurs, par exemple. Un D'accord. truc. Voilà. Alors, je me permets de prêcher aussi pour ma paroisse, puisque moi, mon truc, c'est les jeux vidéo. Je me permets de recommander l'excellent jeu qui s'appelle We the Revolution, qui n'a pas été fait par des Français, mais par un studio polonais. Ce qui est assez étonnant et qui met en scène, donc le joueur incarne un juge pendant la Révolution française qui doit prendre des décisions qui sont toujours mi-figue, mi-raisin, qui vont déplaire aux révolutionnaires ou aux royalistes, voilà, avec des histoires de famille derrière, où on doit gérer un peu les relations, parce qu'on peut s'investir au boulot et perdre le lien avec ses enfants ou avec sa femme. Enfin voilà, c'est un jeu qui représente bien, je trouve, les conflits, les circonstances où chacun est pris dans des engrenages avec au milieu des tirs croisés, j'ai envie de dire. C'est un jeu assez dur aussi, parce qu'il y a des événements assez difficiles qui s'y déroulent. Mais voilà, qui permet aux gens qui veulent s'immerger dans la Révolution de façon ludique. Alors, je ne me prononce pas, n'étant pas moi-même spécialiste d'histoire, sur la véracité, enfin l'exactitude des événements, enfin, du récit des événements qui s'y déroulent, mais je pense que ça représente assez bien l'ambiance et ça donne envie de s'y intéresser en tout cas. Ouais. Surtout que ces périodes, comme la Révolution française, comme l'occupation en France, et d'autres, même la Révolution russe, ce sont des périodes passionnantes parce que elles révèlent comment je pourrais dire, d'abord les tensions dans la société. Elles révèlent des personnalités qui peuvent être à la fois extrêmement négatives ou extrêmement positives, ou les deux à la fois. Hein. Souvent, c'est là où on découvre. Moi, je suis passionné, par exemple, par l'occupation, parce que entre Pétain et De Gaulle et tous les gens qui se sont trouvés entre les deux, il y a tellement des échelles. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans ces périodes, il n'y a pas les bons et les méchants, les blancs et les noirs. Souvent, les gens ont varié. Souvent, les gens avaient des attitudes ambiguës, opportunistes. Hein. Et là, on prend bien la mesure de la nature humaine. C'est-à-dire que l'homme, il n'est pas bon ou il n'est pas méchant, il s'adapte. Et dans ces périodes-là, cette faculté d'adaptation peut aller très loin jusqu'à trahir ses idéaux, jusqu'à trahir sa famille, ou au contraire à se camper dans une attitude rigide et héroïque. Hein, c'est toute la différence quand tu as des résistants et des collaborateurs, entre Robespierre qui refuse de renoncer à ses idéaux et puis ceux qui sont passés de la Gironde aux Jacobins, etc. On voit que c'est très riche au point de vue analyse des personnalités et des D'accord, ressorts qui sont derrière. j'en doute pas une seconde. Eh ben écoute, merci beaucoup. On termine cette émission-là et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique. Et merci de m'avoir contribué à soigner mon inculture petit bout par petit bout sur cette longue thérapie qui, je sens, va prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup, Oui, Frédéric. oui, mais tu es en bonne voie, tu es en voie de guérison. Merci à tous.